Il pensait que c'était fini jusqu'à ce que le défendeur remette une clé USB au juge. Elijah Banks se déplaçait comme une ombre dans les couloirs étroits de l'appartement délabré, veillant à ne pas faire de bruit tandis que son père dormait dans la pièce voisine. Un plateau en équilibre dans ses mains, flocons d'avoine, thé chaud, pilule du matin. La même routine tranquille, chaque jour. Dehors, le monde s'écoulait sans lui. À l'intérieur, le temps semblait plus lent, plus fragile, façonné par le silence, les écrans clignotants et le léger sifflement d'un respirateur. Son père, autrefois une figure imposante dans la salle d'audience, restait désormais immobile la plupart du temps, paralysé par un accident vasculaire cérébral qui lui avait volé sa mobilité, mais pas sa présence. Même dans son immobilité, Leonard Banks avait quelque chose d'imposant. Son regard perçant malgré les années, toujours à l'affût, toujours en réflexion. Elijah avait 22 ans, étudiant en informatique, jonglant entre cours en ligne et aide-soignant à temps partiel. Il n'avait guère de place pour autre chose. Ses amis s'estompaient. Les fêtes étaient un bruit dont il n'avait que faire. Il fut un temps où il croyait que le travail acharné pouvait tout changer, que la connaissance et la discipline le protégeraient. Mais cette croyance avait commencé à s'effriter, non pas à cause d'un échec de sa part, mais à cause de ce que le monde refusait d'oublier. Sa peau, son nom, son refus tacite de jouer le rôle que d'autres lui assignaient. Son père avait été un lion au tribunal, Leonard Banks, l'avocat des droits civiques, qui avait autrefois affronté des juges, des conseillers municipaux et des représentants de la loi corrompue. Enfant, Elijah avait observé depuis la galerie, les jambes ballantes sous les bancs du tribunal, tandis que la voix de son père s'élevait et résonnait dans les salles bondées. « On ne répare pas la pourriture en la peignant », avait dit un jour Léonard à un jury, « on la déterre ». Mais les années passèrent, les gros titres changèrent, et un jour, le lion se tut. Un accident vasculaire cérébral au milieu d'une dispute, un brancard, des lumières clignotantes, puis la longue descente vers le silence et la dépendance. Elijah n'oublia jamais la vision de son père dans ce lit d'hôpital, ses forces réduites à un simple clignement d'yeux lorsqu'on lui demandait s'il souffrait. C'était à cette époque qu'Elijah apprit le code tout seul. Pendant que d'autres jouaient, il apprenait seul des langages que personne autour de lui ne parlait. Python, C++, la cryptographie. La logique, la simplicité du code étaient réconfortantes. Aucun jugement, aucun parti pris. Juste des entrées et des sorties, la vérité, cachée dans des schémas. Il restait assis pendant des heures, écouteurs sur les oreilles, le léger sifflement de la bouteille d'oxygène derrière lui, à créer des scripts, à résoudre des énigmes. Ses professeurs le trouvaient brillant. Les recruteurs le remarquaient, mais plus rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. L'arrestation eut lieu un mardi. Le ciel était gris, le genre de journée où l'on se sentait à moitié endormi. 2 voitures banalisées, quelqu'un frappa à la porte, des mains lui agrippèrent le bras avant qu'il ait le temps de prendre sa carte d'identité. Les voisins observaient par les fenêtres. Personne ne demanda pourquoi. Au commissariat, les questions furent brèves et froides. Travaillait-il en freelance pour des sociétés financières? Connaissait-il Malcolm Thorne? Avait-il accédé à des comptes privés au cours des 60 derniers jours? On lui montra des lignes de code imprimées sur du papier glacé, des journaux d'adresse IP horodatés. Il y avait des virements, des comptes offshore, des milliers de dollars redirigés sous des pseudonymes qu'il ne reconnaissait pas. Le visage à l'écran était celui de Malcolm Thorne, un puissant magnat de l'immobilier dont l'influence s'étendait aux banques, à la politique et à l'actualité. La piste de l'argent était étroite, affirmait l'accusation, et tous les chemins menaient à Elijah. Personne ne se souciait que son propre compte bancaire contienne à peine de quoi payer son loyer. Personne ne se demandait comment quelqu'un qui avait à peine accès à un ordinateur portable fonctionnel parvenait à déjouer des pare-feux de sécurité valant des milliards de dollars. Ce qui comptait, c'était que l'accusé ait l'air du rôle, discret, noir, intelligent.
mais pas du genre à qui on faisait confiance. Il affirmait son innocence. La police ne répondit pas. Son avocat commis d'office non plus, un homme qui jetait un regard à Elijah comme s'il était déjà coupable, prenant à peine la peine de dissimuler son impatience. « Le mieux que vous puissiez faire, marmonna l'avocat lors de leur premier entretien, c'est d'accepter un marché. » Elijah refusa. Les marchés étaient pour les coupables. L'homme soupira et fit glisser un dossier sur la table comme s'il passait un menu. Les médias n'ont pas perdu de temps. Les gros titres ont qualifié Elijah de fantôme numérique et de cybervoleur au visage impeccable. Des photos de son profil universitaire ont été collées à côté d'articles le dépeignant comme un cerveau secret. Il lisait ces articles depuis sa cellule, assis en tailleur sur un matelas fin, l'air imprégné d'une odeur d'eau de javel et de sueur. Les lumières ne s'éteignaient jamais. Les gardiens l'appelaient uniquement par son nom de famille, croisant rarement son regard. En prison, une cruauté subtile remplaçait la violence manifeste. Les repas arrivaient en retard, les papiers disparaissaient, les privilèges téléphoniques étaient en cours de révision. Lorsqu'il a demandé un ordinateur pour consulter les documents de la communication préalable, on lui a répondu qu'il en obtiendrait un, éventuellement. Pour des raisons de sécurité, ont-ils dit. Ces demandes de report du procès ont été rejetées. Ces demandes d'accès aux preuves ont été rejetées sans explication. Et pourtant, Elijah n'a pas cédé. Il a plié la douleur au silence. Il a écrit des notes sur du papier toilette. Il a mémorisé chaque nom de dossier dont il se souvenait dès le bref instant où il a vu les documents de l'affaire. Il a prié sans savoir s'il croyait que quelqu'un l'écoutait. Les flashbacks se succédèrent par vagues discrètes. Son père à la table de la cuisine, sévère mais bienveillant, l'avertissant, adolescent, de ne pas croire que la justice était automatique. « La vérité ne triomphe pas toujours, » dit Léonard un soir, d'une voix basse et rauque, à moins d'être prêt à se battre pour elle. Sur le moment, Elijah hocha la tête sans comprendre, mais maintenant, le poids de cette leçon pesait sur sa poitrine à chaque heure. L'isolement le rongeait. Les autres détenus lui adressaient à peine la parole. La plupart attendaient leur procès, et aucun ne voulait être vu aux côtés du nouveau venu, dont le visage était à la une. Les jours se succédaient, la nourriture se brouillait, le temps s'étirait. Ce qui l'empêchait de s'effondrer complètement était quelque chose de silencieux et d'obstiné en lui, quelque chose que son père appelait autrefois le feu. Puis, une garde. Un gardien, le plus âgé qui boitait, glissa quelque chose sous la porte de la cellule d'Elijah, tard un soir, sans un mot. Juste un morceau déchiré d'un manuel de droit, effiloché sur les bords, de vieilles taches d'encre sur sa surface jaunie. Elijah le déplia sous la lumière vacillante. Le message était écrit de la main de son père, de petites lettres posées avec soin. La vérité laisse toujours une trace. Trouve-la, conserve-la. Il retint son souffle. Une centaine de questions le traversèrent. Comment son père avait-il envoyé cela? Que savait-il? Elijah relut le message encore et encore, jusqu'à ce qu'il s'imprime dans ses os. Ce n'était pas seulement un message, c'était un code. Pas seulement des mots, mais du sens. Leonard Banks avait passé sa vie à dénoncer des mensonges. Il n'enverrait jamais ces mots sans but. Elijah fixa la page pendant des heures. C'était une énigme que lui seul pouvait résoudre. Et quelque part, enfoui sous les pare-feux et les gros titres, derrière le bruit des accusations et le silence de la cellule, la vérité attendait, inachevée, non enterrée et toujours vivante. Les jours au centre de détention du comté commençaient à se confondre. Les néons ne s'éteignaient jamais, et le froid persistait sur le sol en béton. Elijah était assis au bord de son lit, le dos contre le mur, les doigts serrés autour de la vieille page juridique que son père lui avait envoyée. Il avait lu ces mots des centaines de fois, les avait gravés dans son esprit. La vérité laisse toujours une trace. Trouve-la, conserve-la. Ce n'était pas seulement un encouragement, c'était une leçon. Il s'accrochait à cette idée comme un radeau dans une inondation. Il ne pouvait pas se permettre de craquer. Pas encore.
Il ferma les yeux et laissa ses pensées refluer. La nuit précédant son arrestation se rejouait par fragments. Il se souvenait avoir laissé son ordinateur portable ouvert. Un moment rare. Il était épuisé, à moitié éveillé. Il venait de finir d'aider son père dans sa routine nocturne. Il codait un projet universitaire, un outil de chiffrement automatisé qu'il avait créé pour le plaisir. Les journaux ne montraient aucune activité suspecte, du moins aucune dont il se souvenait. Mais c'était là le problème. La police a affirmé que son appareil avait servi à détourner les fonds. Pourtant, il ne se souvenait de rien d'anormal, jusqu'à ce qu'on frappe à la porte. Elijah commença à tracer des schémas dans sa tête. C'était une chose que son père lui avait apprise. Si on ne peut pas enquêter à l'extérieur, il faut enquêter à l'intérieur. Qu'avait-il fait ce jour-là? À quoi avait-il accédé? Qui était venu à l'appartement? Il se souvenait du technicien du service de soins assistés. Il était nouveau, amical, trop amical. Il avait demandé à utiliser les toilettes. Elijah se souvenait être passé devant l'ordinateur portable ouvert sur la table de la cuisine. Il n'y avait pas réfléchi à 2 fois. Mais maintenant, ce souvenir pulsait comme un signal d'alarme. La chronologie correspondait. Il aurait fallu moins de 5 minutes pour brancher une clé, exécuter un script, effacer les traces. Il demanda des journaux techniques par l'intermédiaire de son avocat. Rapport d'accès au serveur, horodatage, enregistrement de cartes magnétiques du bureau de sécurité de Thorne. Il demanda la liste des appareils signalés comme suspects pendant la période de piratage. Son avocat dissimula à peine son irritation. Ce genre de document prenait des semaines à traiter, marmonna-t-il. Le tribunal ne l'approuverait jamais à temps. Elijah essaya de ne pas réagir. Il avait déposé la requête lui-même, mais chaque requête lui était retournée estampillée d'un refus, sans objet, non disponible. Date du procès fixée. Une urgence discrète flottait dans l'air du palais de justice, comme si tout le monde voulait que le procès se termine avant que quiconque ne puisse poser trop de questions. L'équipe juridique de l'homme d'affaires était bien financée, stratégique et acharnée. Ils ne contestèrent pas les preuves. Ils défendèrent l'image. Ils qualifiaient Elijah de génie dangereux, un prodige de la technologie amère par les épreuves, un solitaire avec accès et motivation. Ils le présentaient comme un homme plein de ressentiment envers le système que son père avait autrefois combattu et désormais déterminé à le détruire numériquement. Il retrouvait un vieux commentaire qu'il avait fait en ligne lors d'un débat sur un forum concernant les inégalités de revenus. Il déformait ses propos, le présentant comme un anti-autorité. Chaque gros titre alimentait l'histoire. Dans sa cellule, Elijah sentait l'étau se resserrer. Chacune de ses demandes se heurtait à un mur. Le gardien le regardait de travers chaque fois qu'il demandait des papiers. L'accès à son ordinateur portable, initialement promis pour une enquête préliminaire, lui était révoqué. « Risque de sécurité », disait-il. Ses bloc-notes manquaient parfois à son retour du chantier. À quelques reprises, ses notes revenaient déchirées sur les bords. Ce n'était pas suffisant pour le détruire physiquement. Le système avait d'abord endommagé son esprit. Pourtant, il refusait de démêler les choses. Au lieu de cela, il construisait des structures mentales, des cartes de ce qui aurait pu se passer. Il recréait mentalement des flux de données, se rappelant la façon dont les journaux de violation avaient été présentés au tribunal. Adresse IP locale, accès shell distant, séquence de transfert de fonds acheminés via des tunnels cryptés. Il n'avait vu ces journaux que 3 minutes, mais c'était suffisant. Le formatage était erroné, trop propre. Les horodatages étaient exacts, alignés à la seconde près. Un vrai script, même s'il avait pu l'écrire, laisserait des incohérences humaines. Pause, retard, latence du clavier. Quelqu'un l'avait mis en scène. Il griffonnait des extraits de code au dos d'emballages alimentaires à la mine de crayon, les réécrivait jusqu'à ce que les motifs soient cohérents. Mais ce n'était pas suffisant. Il lui fallait des preuves, pas une théorie, des preuves. Puis, un matin, la routine s'est rompue. Cela s'est produit dans le couloir du tribunal, juste après un autre rejet de requête.
Elijah se tenait enchaîné, les poignets endoloris par les menottes. Son avocat marchait devant, discutant avec un greffier. Un concierge est passé, poussant une serpillière. Puis est arrivé un garçon, âgé de 19 ans à peine, portant un badge de stagiaire du tribunal et des baskets usées. Il s'est arrêté devant Elijah juste le temps de lui fourrer une Bible en lambeaux dans les mains, puis s'est penché vers lui, la voix à peine voilée. Il a dit qu'il avait participé au programme d'Elijah, qu'il se souvenait de son projet de fin d'études, qu'il n'avait jamais cru à cette histoire, qu'ils avaient effacé les journaux du serveur le lendemain de l'arrestation. Mais il a gardé quelque chose. Il l'a glissé dans les pages creuses de la Bible. Il a dit à Elijah que c'était sa chance. Puis le garçon a disparu dans le couloir comme une brume. Il pensa à son avocat, à l'indifférence avec laquelle il avait rejeté toutes les théories avancées par Elijah, à la rapidité avec laquelle il avait plaidé coupable. Elijah savait qu'il ne pouvait pas risquer de révéler cela avant d'en avoir compris le contenu. Un faux pas pourrait le faire rejeter, ou pire, le faire disparaître. Il attendit, silencieux, calculateur. Il s'allongea sur le lit de camp, les yeux fixés au plafond. La tension dans ses épaules refusait de se relâcher. La vérité était là, quelque part dans le code, dans la trace que personne ne prenait la peine de chercher. Il la sentait. La voix de son père lui revint à l'esprit, basse et calme comme elle l'avait été à l'hôpital quelques jours après l'AVC, quand le vieil homme ne pouvait que murmurer. La vérité ne triomphe pas toujours, à moins d'être prêt à se battre pour elle. Elijah agrippa le lecteur comme une bouée de sauvetage, son corps tremblant encore d'épuisement et de peur. Mais dans le calme de cet instant, entouré de murs censés le briser, quelque chose changea. Ce n'était pas l'espoir, pas exactement. C'était une détermination, froide, inébranlable. Il ignorait ce que contenait le disque, mais il le découvrirait. La salle d'audience était plus froide que dans les souvenirs d'Elijah. Ou peut-être était-ce simplement le poids du silence qui pesait sur tout. Les murs lambrissés se dressaient comme des sentinelles, et les dalles tachées du plafond semblaient s'affaisser sous la tension. Ses poignets, libérés des menottes pour le procès, portaient encore les marques de l'acier. Il était assis à la table de la défense, flanqué d'un avocat qui avait cessé de faire semblant de s'en soucier depuis 3 audiences. Sa cravate était de travers, ses yeux scrutant déjà l'horloge au lieu des preuves. De l'autre côté de l'allée, l'accusation parcourait avec assurance les dossiers, chaque document étant un fil de plus dans la corde qu'ils étaient impatients de resserrer autour du cou d'Elijah. La déclaration d'ouverture fut rapide, répétée et lourde de conséquences. Le procureur principal s'exprima avec un dédain mesuré, qualifiant Elijah de brillant mais téméraire, un jeune homme à l'esprit assez vif pour construire des systèmes de chiffrement, assez vifs, sous-entendait-il, pour les instrumentaliser. Ils décrivirent un fantôme numérique se faufilant à travers les pare-feux, vidant les comptes d'entreprise en quelques secondes, tout en laissant juste assez de traces pour se donner une façade d'innocence. Et ils affirmèrent qu'Elijah Carter avait fait tout cela depuis le confort de son 2 pièces. Sa défense ne présenta aucun contre-argument valable. L'avocat marmonna à propos de la charge de la preuve et des preuves indirectes, puis se laissa retomber sur sa chaise, déjà vaincu. Aucune mention des journaux du serveur qui ne furent jamais transmis. Aucune mention des images de sécurité qui, mystérieusement, n'ont pas pu être récupérées. Aucune mention de la façon dont Elijah, sans accès légal aux systèmes centraux, avait pu pénétrer le réseau à partir d'un appareil personnel qui ne fut jamais retrouvé en sa possession. Lorsqu'Elijah jeta un coup d'œil de côté, il vit les mains de son avocat trembler légèrement. Non pas de nervosité, mais de culpabilité, ou peut-être de honte. Les témoins se succédèrent à la barre. Les témoins de l'accusation. Chaque témoignage enfouissait un peu plus l'illusion de culpabilité. Le responsable informatique du département technique de Thorne fut le premier. Il s'exprima avec l'assurance de quelqu'un qui savait que son emploi était protégé. Il affirma avoir vu Elijah accéder à des données confidentielles quelques jours avant la violation. Il affirma l'avoir signalé, mais n'avait pas été pris au sérieux. Il affirma avoir envoyé un rapport interne,
Elijah fixait droit devant lui, l'expression indéchiffrable, mais sous la table, ses doigts se crispèrent sur son genou jusqu'à s'enfoncer dans la peau. Il se souvenait n'avoir rencontré cet homme qu'une seule fois, lors d'un entretien de groupe. Un autre témoin, une analyste système junior, affirma avoir aperçu Elijah dans la salle des serveurs confidentiels de l'entreprise lors d'une visite portes ouvertes. Elle prétendit qu'il rôdait près des commandes. Elle le décrivit comme quelqu'un d'intense, curieux, intrusif. Son regard ne croisa jamais celui de quelqu'un pendant son témoignage. Elijah garda le silence. Une simple explosion pouvait se transformer en agressivité, en confirmation. Pourtant, sa mâchoire se crispait à chaque mensonge. Il était effacé et réécrit en temps réel, transformé en une caricature de celui qu'ils voulèrent qu'il soit. Dangereux, intelligent, colérique. Puis le conseiller financier est arrivé. Il a affiché une diapositive à l'écran, un schéma de réseau montrant un flux de fonds remontant à une adresse IP enregistrée sur l'ancien ordinateur portable d'Elijah. La diapositive était nette, conçue pour la clarté et la condamnation. L'horodatage correspondait au jour où Elijah était resté à la maison pour s'occuper de son père après une mauvaise nuit de quinte de tout. Cet ordinateur portable n'avait pas quitté l'appartement. Mais personne n'avait posé de questions. Personne n'avait contre-interrogé. Son avocat n'avait pas contesté la chaîne de possession, n'avait pas demandé de métadonnées. Il s'est contenté d'acquiescer, presque en s'excusant, et à marmonner quelque chose à propos du manque de contexte. Le troisième jour, le ton de la juge avait changé. Elle interrompait plus souvent, coupait court aux questions de la défense, se penchait vers son micro avec une impatience saccadée. Ses questions à l'accusation étaient brèves et affirmatives. Ses questions à la défense étaient chargées de sens, sceptiques. C'était clair. Elle voulait en finir. Elle voulait que son dossier soit réglé et son déjeuner à l'heure. La gravité de la situation ne transperçait pas la bureaucratie. Elijah n'était plus une personne, juste un numéro de dossier en attente de conclusion. En lui, Elijah sentait le temps s'accélérer. Il n'avait pas parlé de la clé USB à son avocat. Il ne pouvait pas lui faire confiance pour la gérer correctement. Il ne pouvait pas risquer qu'elle soit rejetée comme falsifiée ou irrecevable. Il avait mémorisé le contenu dans sa cellule, repassé la séquence d'images encore et encore dans sa tête, jusqu'à pouvoir les visualiser, même les yeux fermés. Le dossier était simple. Un enregistrement d'écran. Pas de son, mais clair, d'une clarté accablante. Le dernier jour arriva sans tambour ni trompette. L'accusation résuma tout, mobile, moyen, compétences techniques. Un jeune homme au passé trouble et au talent inégalé. Le candidat idéal pour un braquage numérique. La défense présenta une réfutation timide, principalement fondée sur la personnalité. Ils mentionnèrent le casier judiciaire vierge d'Elijah, ses distinctions universitaires, les états de service de son père. La juge ne leva pas les yeux de ses notes. Le marteau était pratiquement dans sa main avant la fin des plaidoiries. Et puis, c'est arrivé. La juge inspira et commença sa sentence. Elijah se leva, doucement, délibérément, sans dramatisation, juste assez pour que les têtes se tournent. Il regarda le juge droit dans les yeux et parla. Sa voix était ferme, presque calme. Il dit qu'il avait des preuves, qu'il était temps que quelqu'un les examine. La salle d'audience se figea. Son avocat murmura quelque chose de dur en le tirant par la manche. Un huissier s'avança vers lui, incertain. Mais la juge leva la main. Son regard s'aiguisa, prudent maintenant. Elle demanda de quel type de preuve il s'agissait. Elijah fouilla dans sa poche et en sortit la clé USB. La salle se serra comme une respiration retenue. Il ne dit rien de plus. Il s'avança simplement. L'huissier l'interrompit, mais hésita, jetant un coup d'œil à la juge pour lui demander conseil. Elle hocha la tête. Elijah étendit la clé, toujours silencieux, toujours calme. La juge demanda une suspension d'audience de 10 minutes, puis se ravisa. Elle demanda au greffier d'installer le moniteur. L'écran du projecteur s'abaissa lentement, sa chute résonnant dans le silence. Elijah retourna à son siège, sans regarder son avocat, sans regarder la galerie. Ses mains reposaient sur ses genoux, immobiles, presque apaisées. L'écran s'alluma. Le fichier s'ouvrit. L'enregistrement commença par un écran de connexion. L'interface du serveur sécurisé de Thorn Corporation. Le champ du nom d'utilisateur se remplit automatiquement. E. Carter.
L'horodatage brillait dans un coin, correspondant à la nuit de la violation à la seconde près. Puis la caméra fit un léger panoramique, révélant un reflet dans la vitre noire de l'écran. Un visage, jeune, impatient. Pas Elijah. La salle d'audience se transforma tandis que les gens se penchaient. L'homme à l'écran inséra une clé USB clone, reproduisant les identifiants d'Elijah. Le bureau se chargea. Les mouvements de la souris s'effectuèrent à une vitesse maîtrisée, parcourant les dossiers chiffrés, exécutant des scripts. Fonds redirigés, comptes vidés. Un deuxième horodatage apparut en haut de l'écran. Les métadonnées du logiciel de capture d'écran. Vérifiées, superposées. L'écran se figea sur une dernière image. Le badge du coupable se reflétait faiblement dans un coin de l'écran. Le nom était indubitable. C'était le neveu de Thorne, Brandon Shaw. L'homme qui était présent tous les jours dans la salle d'audience, assis derrière l'accusation. Celui qui secouait la tête à chaque suspension d'audience au nom d'Elijah. Celui qui arrivait toujours avec un sourire narquois. La juge se rassit. Son marteau resta intact. Le silence était plus pesant maintenant. Non plus l'incrédulité, mais la reconnaissance. Elle regarda l'écran, puis la clé USB qu'elle tenait à la main, puis, lentement, Elijah. Sa voix, lorsqu'elle se fit entendre, ne portait aucune trace de l'impatience précédente. Elle dit que cela changeait tout. Au moment où la dernière image de la vidéo se figea sur l'écran de la salle d'audience, le faible reflet du badge d'identification de Brandon Shaw reflétant la lumière, il y eut une demi-seconde de silence stupéfait, comme si les murs avaient besoin de temps pour assimiler ce qu'ils venaient d'observer. Puis il se brisa. La salle d'audience sombra dans le chaos. Les halètements laissèrent place à des chuchotements, au bruissement des journalistes cherchant leur téléphone et au bruit des avocats des deux parties se levant en même temps. La juge, les yeux toujours rivés sur l'écran, cligna des yeux comme pour se réveiller d'une transe. Sa voix, tranchante et impérieuse, perça le brouhaha, appelant à une suspension immédiate. Les huissiers s'avancèrent rapidement, tentant de rétablir l'ordre. Mais la salle avait déjà changé. Ce n'était plus un lieu de jugement, c'était désormais un champ de bataille. L'accusation, autrefois si posée et assurée, se perdit dans une panique visible. Le procureur principal feuilleta des documents devenus sans importance, à la recherche de réfutations inexistantes. Son co-avocat se pencha, murmurant quelque chose avec urgence, mais il n'y avait aucun moyen de sauver la situation. L'affaire avait volé en éclats au contact de la vérité. Elijah resta assis tandis que l'agitation s'emparait de lui, les mains toujours posées sur la table, le bout des doigts effleurant à peine le bois. Un huissier s'approcha et lui tapota doucement l'épaule. Pas de menottes cette fois, pas de prise ferme sur son bras. Juste un hochement de tête et un geste doux vers la porte latérale. Tandis qu'Elijah se levait, il n'y avait ni raillerie, ni accusation dans les regards, seulement la tension silencieuse de la prise de conscience. Il sortit, non pas en suspect, non pas en accusé, mais enfin en quelqu'un qu'on voyait pour ce qu'il était vraiment. Devant le tribunal, les caméras clignotaient comme des coups de feu. Les journalistes se bousculaient et criaient les uns sur les autres, les questions fusant avec la même rage qu'il avait autrefois accusé de culpabilité sans preuve. Elijah ne les regarda pas. Son regard scruta la foule jusqu'à ce qu'il se pose sur une silhouette lointaine, debout sous un ciel gris. C'était une infirmière de l'établissement de soins tenant les poignées d'un fauteuil roulant. Son père n'était pas encore visible, mais Elijah sentit la chaleur de cette présence avant même d'atteindre le véhicule. Pourtant, il ne dit rien. Les questions ricochèrent sur lui comme une pluie sur la pierre. Il monta simplement dans la voiture qui l'attendait, la portière se refermant derrière lui tandis que la ville vacillait. Mais l'histoire n'était pas terminée. Quelque part, quelques semaines plus tôt, sous les néons bourdonnants d'un bureau vide, un jeune homme nommé Jamal était assis à un bureau d'angle, travaillant tard. Il était silencieux, comme toujours, stagiaire dans une entreprise où le silence garantissait la sécurité. Il était environ minuit lorsqu'il l'entendit. Un rire.
le genre de rire prétentieux et insouciant qui emplissait l'air comme de la fumée. Brandon Shaw était dans la pièce adjacente, parlant trop fort, sûr qu'il n'y avait plus personne. Il ignorait que Jamal était toujours là, écouteur aux oreilles, écran tamisé, caché à la vue de tous. La conversation dérivait par la porte entrebâillée. Brandon se vantait auprès d'un collègue de la facilité avec laquelle il avait tout mis sur le dos du détective, d'avoir cloné des identifiants lors d'une pause café, alors qu'Elijah avait laissé son ordinateur portable déverrouillé. Il plaisantait en disant que l'entreprise le couvrirait si jamais ça devenait compliqué. Il disait que son oncle ne laisserait jamais un titre touché à leur nom. Jamal ne bougea pas. Il haleta. Il savait ce que cela signifiait. Il savait que parler ne lui coûterait pas seulement son stage, mais pourrait ruiner sa carrière avant même qu'elle ne commence. Et pendant des jours, il resta silencieux. Il rentra chez lui, le regard empreint de culpabilité, observa le procès sur son téléphone pendant les pauses déjeuner et se dit que quelqu'un d'autre prendrait la relève. Mais lorsqu'il vit Elijah au tribunal, assis seul, absorbant mensonge après mensonge, quelque chose en lui se brisa. Il reconnut ce regard. C'était celui de quelqu'un acculé par le pouvoir et abandonné par la vérité. Et Jamal comprit qu'il ne pouvait plus supporter ce silence. Alors il se manifesta. Sa déclaration fit l'effet d'un coup de tonnerre. Au début, le bureau du procureur ne sut pas quoi en penser, mais Jamal avait des reçus, des courriels que Brandon avait transmis par erreur. Une capture d'écran d'un message horodaté la veille de la violation, faisant référence à la façon dont ils avaient verrouillé les identifiants du jeune. Jamal avait tout conservé, sans savoir pourquoi à l'époque, jusqu'à ce que la vérité soit établie. Une fois que son témoignage a concordé avec les images de la clé USB d'Elijah, l'affaire a basculé. Il ne s'agissait plus seulement d'une poursuite injustifiée, mais de quelque chose de plus sombre, de plus profond, une dissimulation, une manipulation de la justice au plus haut niveau. Brandon Shaw a été arrêté quelques jours plus tard. La presse a tout immortalisé. Il s'est engouffré dans un SUV noir entouré d'agents fédéraux. Son oncle, le puissant homme d'affaires qui avait autrefois repoussé toutes les questions des journalistes d'un sourire et d'un signe de la main, faisait désormais face à un regard d'un autre genre. Il a tenté de nier toute implication, affirmant son ignorance, se distanciant des agissements de son neveu. Mais il était trop tard. Le tribunal a ordonné une enquête pour corruption, falsification de données et perte soudaine de dossiers à décharge pendant le procès d'Elijah. L'intimidation des témoins est devenue une préoccupation majeure, notamment après que 2 anciens employés ont affirmé avoir subi des pressions pour témoigner ou garder le silence sous la menace d'un licenciement. La salle d'audience, autrefois creusée d'injustice, commençait à se transformer en quelque chose d'autre, un jugement. Et puis, par un après-midi gris, alors que le vent balayait les arbres devant les fenêtres du palais de justice, le père d'Elijah apparut. Non pas en personne, son état était trop fragile, mais par vidéo en direct, calé dans un fauteuil roulant par une infirmière, une couverture tirée sur ses jambes maigres, un tuyau d'oxygène s'enroulant doucement sous son nez. La salle d'audience se figea. Personne ne bougea lorsque le juge acquiesça et que l'écran s'alluma. Sa voix était basse, usée par le temps et la maladie, mais résolue. Il regarda la caméra, ses yeux emplis de quelque chose de plus profond que la colère, de plus ancien que la rage. Et il parla. « On avait tenté d'enterrer son fils sous le mensonge, dit-il. On avait tenté de le noyer dans le silence et la honte. Mais la vérité, dit-il, avait le don de se creuser une place, de percer les ténèbres, de trouver la lumière. La salle était si silencieuse après cela qu'on avait l'impression que le bâtiment tout entier avait cessé de respirer. Elijah était assis au premier rang. Il ne pleurait pas. Il ne bougeait pas. Mais ses yeux restaient fixés sur l'écran longtemps après qu'il soit devenu noir. La décision officielle tomba 3 jours plus tard. Les charges contre Elijah furent abandonnées, totalement, publiquement et sans condition.
Le tribunal présenta des excuses officielles, mais aucune parole ne pouvait effacer les dégâts. Des journalistes l'entouraient sur les marches du palais de justice. Micros braqués sur son visage, caméras en marche, voix implorant une déclaration. Il voulait des extraits sonores, il voulait de la fureur, il voulait quelque chose d'explosif. Mais Elijah ne dit rien. Il se retourna simplement et descendit les marches du palais de justice, chaque pas posé et assuré. Son père attendait au bord du trottoir, une couverture sur les genoux, les yeux emplis d'une fierté silencieuse. Elijah le rejoignit, posa une main sur la poignée du fauteuil roulant, et ensemble, ils avancèrent. Pas comme des victimes, pas comme des symboles, juste comme père et fils. Et la foule s'écarta pour les laisser passer. Dans les semaines qui suivirent, Elijah vit son nom porté plus loin qu'il ne l'aurait souhaité. Les médias saluèrent sa résilience. Des articles de presse décortiquèrent le procès et des offres d'emploi affluèrent de tout le pays. Start-ups, universités et même une entreprise technologique étrangère. Mais à chaque fois, il marquait une pause, lisait la lettre et la mettait discrètement de côté. Quelque chose en lui avait changé. Non pas brisé, mais réorienté. La flamme qui le poussait autrefois à créer des systèmes à but lucratif brûlait désormais d'une raison plus profonde. Alors, au lieu de rejoindre une autre entreprise, lui et Jamal fondèrent la leur. Dans un modeste bâtiment en briques de l'est de la ville, ils ouvrirent un laboratoire technologique à but non lucratif. Plafond bas, bureaux d'occasion et câbles électriques suspendus au sol comme des lianes. Mais la mission était claire. Ils aidaient des jeunes hommes, pour la plupart noirs et métis, à rassembler et protéger des preuves numériques pour leur défense. Certains arrivaient avec peur de parler. D'autres ignoraient même que leurs appareils contenaient les preuves nécessaires. Elijah écouta chacun d'eux avec cette patience que seule la survie à ce qu'ils affrontaient désormais leur faisait éprouver. Et pour une fois, la technologie n'était pas une arme. C'était un bouclier. Un après-midi pluvieux, le juge demanda une rencontre. Elle fut brève. Pas de caméra, pas de presse. Juste elle et Elijah dans une chambre privée où les murs résonnaient encore des décisions passées. Elle s'assit en avant, les mains jointes, le regard moins sévère que dans ses souvenirs. Sa voix, pesante et claire, brisa le silence. Elle avait failli le détruire, dit-elle. Elle ne demandait pas pardon, seulement qu'il ne laisse pas cet endroit détruire les autres. Elijah ne parla pas beaucoup. Il hocha simplement la tête, lentement et fermement, le genre de hochement de tête qui exprimait à la fois compréhension et défi. Il partit sans se retourner. Lorsque son histoire se répandit, elle fit plus que les gros titres. Elle fit bouger les choses. Dans tout l'État, un comité fut formé, chargé de réévaluer la façon dont les tribunaux traitèrent les preuves numériques, en particulier lorsque des minorités étaient impliquées. Les avocats débattirent, les juges hésitèrent, mais le débat avait commencé. Elijah ne s'attendait pas à un changement radical, ni rapide, mais il vit les fissures se former dans un système qui lui avait autrefois semblé impénétrable. Un soir, alors que le soleil disparaissait à l'horizon, Elijah était assis devant sa maison, aux côtés de son père. Le porche craquait sous eux. L'air était calme et chaud. Son père, d'une voix douce et pensive, lui demanda s'il croyait toujours que la vérité triomphe toujours. Elijah se renversa en arrière, les yeux fixés sur le ciel, et après un moment, répondit avec un léger sourire. Non. Mais il croyait que la vérité combattait plus fort que la plupart des gens ne l'imaginaient.